Bonjour à toutes, Myriam Magan du cabinet AID. Je suis responsable d'études sur ce type d'analyse. Notre bureau d'études est spécialisé sur les études de comportement d'achat des ménages depuis 1973. On réalise ce type d'études depuis 1973. Excusez-moi, il faut que j'enregistre. Désolée. On réalise ce type d'études depuis 1973, ce qui nous permet en fait d'avoir une bonne connaissance et de pouvoir mettre en exergue les résultats de votre département par rapport à des départements, des communes, des centres-villes comparables au niveau national. Donc, comme il a été dit précédemment, cet observatoire a pour but de comprendre et de quantifier les comportements d'achat des ménages. Donc, il doit répondre à une question assez simple. Qui consomme quoi, où et combien? Où est-ce que la personne habite et qui, dans le sens, quel profil a cette personne? Par exemple, où est-ce que consomme une personne de moins de 40 ans qui est cadre et qui travaille sur Albi, par exemple? Qu'est-ce qu'elle consomme? Quel type de produit? Est-ce qu'elle achète des fruits, des légumes, du prêt-à-porter, des lunettes, un vélo, des jouets pour ses enfants? Et où est-ce qu'elle achète ses produits? Où dans le sens? Est-ce qu'elle l'achète à côté de chez elle, sur son trajet domicile-travail, lorsqu'elle accompagne ses enfants à l'école? Ou est-ce qu'elle achète un peu plus loin de chez elle par rapport à l'équipement qu'il peut y avoir sur les communes avoisinantes? Et le où également, dans quel type de commerce? Est-ce qu'elle privilégie les petits commerces, les hypermarchés, les grandes surfaces spécialisées, Decathlon, Darty? Ou est-ce qu'elle achète sur Internet également? Et tout ça valorisé en euros, ce qui nous permettra au final de savoir précisément où est-ce que vont consommer les ménages, pour quel type de produit, donc quel type de commerce, quel consommateur est plutôt a des appétences peut-être plus pour des commerces de proximité ou les zones commerciales. Et la résultante, c'est de savoir finalement quelle est l'attractivité de chacune des polarités qui composent le département. Cette enquête a été réalisée à l'échelle de l'Occitanie. Plus de 20 000 ménages ont été interrogés sur l'Occitanie, donc près de 1 400 sur le département de l'Aveyron. Les ménages ont été interrogés par téléphone l'année dernière, entre le mois de mai et d'octobre 2019, sur leur dernier acte d'achat pour une série de 37 produits de consommation courante. Sur 37 produits, on leur a demandé la dernière fois où vous avez acheté des meubles, par exemple, où était-ce? Et donc, du coup, ils nous ont cité un point de vente, ce qui nous permet de savoir précisément pour chacun des 37 produits où le consommateur va consommer. Les ménages, afin que ce soit représentatif de l'ensemble de la région et du département, ont été répartis sur l'ensemble de la région. Donc, on a découpé la région en différents bassins de vie, donc quasiment 600 bassins de vie à l'échelle de l'Occitanie et près de 50 bassins de vie à l'échelle de l'Aveyron. Ce qui nous permet, au final, ce n'est pas seulement une étude qu'on vous livre aujourd'hui à l'échelle de l'Aveyron, mais c'est 46 micro-études qui nous permettent d'avoir des informations fines sur 37 produits de consommation courante et également en évolution, parce que ça fait de très nombreuses années que la CCI mène ce type d'enquête, donc ça nous permet aussi de comprendre, de mesurer les différentes évolutions qu'on a. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous présenter des résultats assez macro à l'échelle du département, sachant que toutes ces données ont été restituées dans une base de données dédiée auprès de la Chambre de commerce, qui lui permet finalement d'analyser finement les 40 000 actes d'achat qui ont été recueillis pendant cette enquête, et donc du coup de répondre à toutes vos interrogations pour les années à venir. Donc, cette carte vous met en avant les 46 secteurs d'enquête qui ont été prédéfinis à l'échelle du département. Il est important de comprendre que ces 46 secteurs, par agrégation, permettent de recomposer les périmètres des intercommunalités, des PNR, des PETR. Donc, du coup, on peut avoir différentes analyses à l'échelle de l'Aveyron. Pour commencer, nous allons aborder le premier volet de l'enquête, les dépenses de consommation des ménages. Quel est le niveau de consommation et où vont-ils consommer? Avant de rentrer dans le vif du sujet sur quel est le niveau de consommation des ménages aveyronnais, il est important en fait de prendre un peu de recul et de connaître finalement
comment a évolué la répartition du budget global des ménages. C'est-à-dire, quelle est la part allouée aux produits de consommation courante, au logement, à la santé, et comment elle a évolué au fil des années. Le graphique que vous voyez, en fait, met en avant cette répartition du budget global de consommation des ménages depuis 88. Le premier élément qu'on constate, c'est qu'il y a une forte progression des dépenses contraintes. En effet, le logement, vous voyez, en 88, ça représentait 20% du budget global d'un ménage. Aujourd'hui, on est à 26%. Ah bon? On voit ce qui doit être marqué là-haut. Il voit que le visage, oui. Non, non, normalement, c'est un cas de relancer. C'est vrai que la projection est pas relancer. J'arrête la vidéo? Arrêtez, oui. Arrêtez ici. Juste en dessous. Voilà. Vous partagez. Partager. On ne peut pas cliquer sur partager. Si, si. Et par contre, que c'est bon. Tu vas à l'écran de toi. Non, c'est à l'écran. Vous pouvez leur demander si c'est... Ça va? C'est bon. C'est bon? Donc, du coup, la part des dépenses consacrées aux achats courants, donc produits alimentaires et non alimentaires, que vous voyez en rose et en vert un peu flashy sur l'écran, elle ne cesse de diminuer au fil du temps. En 88, ça représentait 40% du budget du ménage et aujourd'hui, ça représente un peu moins d'un tiers. Donc, forcément, ça a un impact et le budget de consommation est le même, sauf que du coup, on le répartit un peu différemment. Et si on raisonne en termes de montant, finalement, les dépenses de consommation courantes des ménages, donc les achats d'équipements de la personne, d'alimentaire, elles augmentent finalement 2 fois moins vite que le budget global des ménages. Je m'explique. En 88, un ménage, en moyenne, il dépensait à peu près 24 000 € par an entre ses achats courants, le logement, les transports, la santé et la restauration. En 2018, certes, ce potentiel a fortement augmenté, 78% en plus, c'est essentiellement lié à l'inflation, c'est environ 42 000 € par an. Mais si on fait ce même exercice uniquement sur les produits de consommation courants, alimentaires et non alimentaires, il a augmenté. Certes, en 98, c'était à peu près 9 400 € par an par an et par ménage. Aujourd'hui, on est à 12 900 €. Donc, effectivement, il y a une augmentation de 37%. Par contre, cette évolution, elle est 2 fois moins élevée que l'évolution globale du potentiel de consommation globale des ménages. Et cet écart, en fait, il tend à se réduire. Entre 2008 et 2018, le budget de consommation global des ménages a augmenté de 7%. Donc, il est passé environ de 39 000 € à 41 000 €. Et par contre, sur les produits de consommation courants, alimentaires et non alimentaires, il n'a quasiment pas évolué. On était à 12 700 € il y a 10 ans. Aujourd'hui, on est à 12 900 €. Donc, voilà, on a la ventilation du budget global des ménages qui a fortement changé. Donc, il y a différentes explications qui expliquent ça, notamment l'évolution de la sociologie des ménages depuis les 30 dernières années. Aujourd'hui, voilà, on a un tiers de la population française qui a plus de 60 ans, ce qui n'était pas le cas en 88, donc avec des modes de consommation et des besoins qui sont différents. On a 20% de la population des familles aujourd'hui qui sont monoparentales, donc pareil, avec des arbitrages de budget qui sont différents. On a connu également une succession de crises alimentaires depuis 20 ans. Voilà, la vache folle, la grippe aviaire, la présence de bisphénol A. Et donc, tout ça, finalement, ça a joué finalement dans le comportement d'achat des consommateurs parce qu'aujourd'hui, finalement, on essaye de manger moins, mais de manger mieux et de meilleure qualité. Quand on a un marché de la consommation en alimentaire, finalement, qui augmente de manière assez faible, 1% par an, pendant ce temps, le marché du bio, des produits biologiques, c'est plus de 20% par an. Donc, on a forcément des modes de consommation qui ont changé. Et puis aussi, voilà, on a surtout des changements de comportement liés à l'évolution de la société. On a une réelle prise de conscience de l'impact écologique dans nos achats. En tout cas, c'est ce que déclarent les ménages et c'est ce qu'on ressent au travers de nos enquêtes, où finalement, on a envie de consommer un peu plus près de chez nous et voilà, de soutenir un peu notre commerçant et de faire attention aux produits qu'on achète. Néanmoins, c'est un peu... c'est une attention qui est très forte aujourd'hui.
Mais voilà, elle est aussi à prendre avec du recul parce que d'un côté, on va vouloir consommer vraiment plus local, faire attention d'où vient le produit. Par contre, ça ne nous empêchera pas de faire la queue pendant 3 heures pour aller à la Primark. Donc voilà, on a un consommateur aussi aujourd'hui qui sait faire la différence entre des produits qui, selon lui, est important de consommer à côté de chez lui et d'assurer une traçabilité. Par contre, ça ne l'empêchera pas d'acheter un t-shirt à 2 € qui est fait en Chine. Donc voilà, on a vraiment un consommateur qui est très volatile et qui s'adapte finalement selon ses besoins. On a aussi une baisse depuis quelques années, la baisse de la valeur de la possession au profit de l'usage. L'année dernière, c'était la première année en France où on louait plus de voitures qu'on en vendait. Donc certes, c'était au niveau des voitures, mais c'est en train de développer. Voilà, on commence à avoir des concepts de boutiques de prêt-à-porter où on loue des tenues et on les rend. Pareil pour tout ce qui est le secteur de bricolage, on ne va pas forcément acheter une perceuse si on en a besoin que 2 fois dans l'année, peut-être qu'on va la louer. Et on a également le développement de la seconde main qui est de plus en plus important, qui a commencé à s'éclore il y a une quinzaine d'années avec Le Bon Coin et qui est en train de prendre une évolution de plus en plus importante, notamment avec des plateformes type Vinted, où finalement l'achat de la seconde main, notamment pour du prêt-à-porter, est de plus en plus important. En plus de tous ces phénomènes, depuis une trentaine d'années, on a notre fameuse crise du Covid 2019 qui est venue nous faire un petit coucou en début d'année. Et forcément, ça a impacté également les comportements d'achat. Donc voilà, on a été fortement touché depuis le début de l'année par cette crise et on a été un des pays finalement à appliquer les mesures de confinement et de limitation de déplacement les plus importantes d'Europe, ce qui a fortement impacté la consommation des ménages. Sur mars-avril, la consommation des ménages a baissé de 22% en France. C'est 2 fois plus que la moyenne européenne et de nos amis voisins. Et finalement, tous les secteurs ont été touchés par cette crise, par ce ralentissement de la consommation. Néanmoins, pendant cette période, on a quand même quasiment un tiers des Français qui n'estiment n'avoir manqué de rien. Donc, ça renvoie à la question qu'on s'est posée tout à l'heure, finalement, consommer un peu différemment et réfléchir aux achats qu'on fait. Bon, sans surprise, il y a quand même des grands gagnants durant cette période-là. Le premier grand gagnant, c'est le e-commerce. Il y a un tiers des e-clients qui étaient des nouveaux clients sur les 2 dernières semaines de mai, donc une fois que le confinement était terminé. Et on a quasiment 4 Français sur 10 qui ont eu recours au e-commerce pendant le confinement. Alors, c'est tout à fait logique parce que c'était le seul endroit finalement où on pouvait trouver tous les produits. Et on a également des supermarchés qui ont surperformé pendant cette période. Si on compare leur chiffre d'affaires par rapport au même mois l'année dernière, c'est entre 10 et 20% de chiffre d'affaires en plus. Néanmoins, depuis le mois de juin, qu'est-ce qu'on constate? On a une baisse claire et marquée de la fréquentation des centres-villes, des espaces périphériques et des centres commerciaux et des zones commerciales. Et notamment, elle est encore plus importante, cette baisse, pour les grandes métropoles. Toulouse, Bordeaux, Marseille, Lyon, elle est encore beaucoup plus forte. On a moins de clients, globalement, qui viennent fréquenter, vous l'avez tous vu, qui viennent déambuler dans les centres-villes, dans les zones commerciales. Par contre, au travers des différentes investigations qu'on a pu faire auprès des commerçants, on a moins de clients, mais le panier moyen a augmenté. Donc aujourd'hui, on a plus cette habitude de se balader, de déambuler dans les rues et de flâner dans les boutiques. Elle est beaucoup moins importante qu'avant. Par contre, le panier moyen a augmenté. Le petit commerce, finalement, il a tiré son épingle du jeu en juin et a su faire un rebond, notamment sur les secteurs du culturel, tout ce qui est livres, papeterie, jeux, jouets. Et finalement, uniquement le secteur du prêt-à-porter a eu du mal à rebondir. Et finalement, c'est toujours compliqué pour lui. C'était déjà compliqué avant. Mais là, depuis la fin du confinement, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de groupes d'enseignes. Il y a notamment Célio qui a décidé qui est en plan de session. Donc forcément, il y a quand même pas mal d'évolutions. On a réalisé des enquêtes au niveau national, on a fait à peu près 10 000 enquêtes auprès des consommateurs pour savoir finalement quel était leur nouveau rapport par rapport à la consommation depuis le confinement. Et en fait, il y a moins de 2 Français sur 10 qui ont changé leurs habitudes d'achat depuis le mois de juin par rapport à l'année dernière. Donc globalement, ils reconsomment au même endroit où ils consommaient l'année dernière. Par contre, le confinement et la crise sanitaire, ça a été un accélérateur des nouvelles pratiques de consommation et en l'occurrence pour les 2 personnes sur 10 qui ont changé. Elles vont consommer plus proche de chez eux, elles vont réfléchir avant d'acheter un produit, elles vont continuer à aller sur Internet et puis elles vont aussi acheter des produits d'occasion. Donc finalement, ces nouvelles pratiques qu'on voit depuis une trentaine d'années, elles se sont accélérées finalement sur les 6 derniers mois.
Si on en vient maintenant aux dépenses annuelles de consommation des ménages aveyronnais, donc les 30% que ça représente finalement dans le budget de consommation des ménages. Les dépenses de consommation, ça représente le potentiel de consommation des ménages, c'est-à-dire ce qu'ils dépensent annuellement, peu importe là où ils le consomment. La dépense de consommation à l'échelle de l'Aveyron, elle est estimée à 1,6 milliard d'euros. Ça représente environ 12 000 euros par an et par ménage, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne nationale qui est autour des 13 000 euros. Donc, ça veut dire qu'en moyenne, un ménage aveyronnais dépense 7% de moins qu'un ménage lambda français. Néanmoins, la répartition de ce budget de consommation que vous voyez sur le graphique, par famille de produits sur les achats courants, donc les produits alimentaires, les produits de prêt-à-porter, d'équipements de foyer, du bricolage et tous ces produits culturels, cette répartition de budget de consommation, elle est globalement similaire puisqu'on a 52% des dépenses allouées aux achats alimentaires et les 48% alloués aux achats non alimentaires. Cette répartition, elle est clairement similaire pour l'ensemble des postes de consommation à ce qui est constaté au niveau national pour un ménage moyen français. En termes d'évolution par rapport à 2014, la dernière enquête qui a été réalisée à l'échelle du département, on a une évolution qui est quand même assez importante. En 2014, le potentiel de consommation était estimé à 1,5 milliard. Aujourd'hui, c'est 1,6 milliard, donc c'est 6% de dépenses supplémentaires en plus. Ça représente environ 92 millions d'euros. Cette évolution, elle est essentiellement liée à l'évolution démographique qu'a connue le département sur la période. On a 3% de ménages en plus et après, à une évolution mécanique sur l'évolution des prix. On constate à travers ce graphique qu'on a une évolution des dépenses de consommation 3 fois plus soutenue pour les produits alimentaires, plus 9% de dépenses en plus, environ 70 millions d'euros, et uniquement 23 millions d'euros de dépenses en plus pour les achats non alimentaires. En gris, on vous a représenté l'évolution du nombre de ménages. Il est important de souligner que sur le marché non alimentaire, si on n'avait pas de croissance démographique à l'échelle du département, on aurait finalement des marchés de consommation qui baisseraient fortement et qui seraient en négatif. Notamment l'équipement de la personne, l'équipement du foyer et les biens culturels. Si on n'avait pas de croissance démographique, finalement, on n'aurait pas de dépenses de consommation en plus. Donc, cette dépense de consommation en plus, 92 millions d'euros de dépenses de consommation en plus, finalement, c'est important et ça ajoute c'est très favorable finalement au développement de l'activité commerciale des commerces du département. Donc, maintenant, où est-ce que vont consommer les ménages aveyronnais? Pour commencer, en alimentaire, on a dit 1,6 milliard de dépenses de consommation, 52% alloués aux dépenses alimentaires, donc environ 840 millions d'euros. Ce graphique met en avant la répartition de ces dépenses de consommation par circuit de distribution à l'échelle de l'Aveyron, à l'échelle de l'Occitanie et en moyenne France, que nous, on peut reconstituer au travers des différentes enquêtes qu'on réalise annuellement au sein du cabinet. En bleu, la part des dépenses allouées au commerce de moins de 300 mètres carrés. En violet, celle allouée aux hypermarchés. En rose, les supermarchés, les drives, les grandes surfaces spécialisées. On retrouve les marchés en vert clair. Premier élément, sur ces 840 millions d'euros à l'échelle de l'Aveyron, on a 19% des dépenses qui sont réalisées dans des commerces de moins de 300 mètres carrés, qui soient localisés dans un centre-bourg, dans un centre-ville ou en périphérie. Cette proportion à consommer dans les commerces de moins de 300 mètres carrés est nettement supérieure à la moyenne nationale et également supérieure à la moyenne de la région Occitanie. Ça fait longtemps, vous avez un maillage de proximité qui est quand même fortement développé à l'échelle de l'Aveyron, ce qui explique que finalement, ce commerce de proximité de moins de 300 mètres carrés continue à jouer un rôle très important. Néanmoins, on a 73% des dépenses qui sont réalisées dans des commerces de plus de 300 mètres carrés dans des grandes surfaces, ce qui est similaire à ce qu'on constate au niveau régional. Et finalement, la seule différence qu'on peut avoir par rapport à la moyenne régionale, c'est que finalement, les ménages aveyronnais ont tendance à plus consommer dans les supermarchés, 36% des dépenses, alors qu'au niveau régional, on est plutôt à 31%. Mais c'est essentiellement lié à l'offre présente sur le territoire. On a beaucoup plus de supermarchés que de gros hypermarchés. Et après, on a 7% des dépenses qui sont allouées, qui sont réalisées auprès des marchés et des circuits courts, ce qui est supérieur à la moyenne nationale qui est autour des 5%. En termes d'évolution par rapport à 2014, qu'est-ce que ça nous dit?
on a quand même pas mal de changements. Donc, ce graphique, ça nous met en avant les évolutions des parts de marché par circuit de distribution. Donc, sur le commerce de moins de 300 mètres carrés, on a dit aujourd'hui qu'il y avait 19% des dépenses qui étaient réalisées sur ce type de point de vente-là. Là, on dit qu'il y a moins 1,7. Moins 1,7 points. Ça veut dire qu'en 2014, c'était 21% des dépenses qui étaient allouées sur ce marché-là. Donc, on a une baisse finalement des dépenses allouées sur le commerce de moins de 300 mètres carrés. C'est quelque chose qu'on constate par ailleurs au profit finalement des commerces de plus de 300 mètres carrés. Donc, notamment, finalement, il y a eu une grande évolution finalement avec une consommation plus soutenue auprès des drives, qui est en lien avec le développement. En 2014, on avait très peu de drives dans le département. Aujourd'hui, on a une évolution quand même qui est, en termes de nombre de drives, qui est quand même relativement importante. Et un recours finalement assez important aux grandes surfaces spécialisées en alimentaire. Donc, voilà, c'est essentiellement les magasins bio, Bio Azur, Panier Sympa, Provençal, voilà, tout ce type de magasins finalement qui se sont créés sur cette période-là et qui ont finalement suscité l'intérêt des consommateurs pour ce type de point de vente-là. Et donc, on note malheureusement un léger recul des parts de marché des circuits courts et des marchés en lien finalement avec cet avènement et ce développement. C'est quelque chose qu'on constate souvent par ailleurs également, des marchés bio, des grands frais, etc., qui finalement sont un peu sur des segments, pour le consommateur, sont un peu sur des segments un peu similaires. Donc, du coup, voilà, c'est une nouveauté et on va tester ce type de point de vente. Néanmoins, même si la part de marché des marchés elle a tendance à diminuer, c'est quand même 56 millions d'euros de dépenses. C'est 4 millions d'euros de dépenses en plus qu'en 2014. En termes de produits, finalement, il y a 7%. Les fruits et légumes, ça reste vraiment le type de produit qui est le plus consommé sur les marchés et circuits courts. C'est 28% des dépenses de consommation. On était à 26% en 2014. Globalement, les produits restent assez stables, mais on a un petit recul finalement du produit pain ou du produit poisson frais parce que voilà, on a des magasins qui se sont développés et qui proposent ces circuits-là. Mais ce qui est important de retenir, c'est que malgré l'avènement de développement de grandes surfaces spécialisées en fruits et légumes, les consommateurs aveyronnais ont toujours une appétence pour consommer sur les marchés et sur les circuits courts et auprès de leurs producteurs. Concernant les circuits de distribution fréquentés pour les produits non alimentaires, le potentiel de consommation en non alimentaire, c'est 75 millions d'euros de dépenses. Donc, c'est exactement le même graphique que tout à l'heure, sauf qu'en rose foncé, vous avez l'ensemble des grandes surfaces alimentaires, hypermarchés, supermarchés, et en orange clair, tout à l'heure, on ne l'avait pas, c'est la part des dépenses allouées aux achats sur la vente en distance, en l'occurrence sur Internet. À l'échelle de l'Aveyron, voilà, on a 29% des dépenses qui sont réalisées dans des commerces de moins de 300 mètres carrés. C'est nettement supérieur aux moyennes nationales et aux moyennes régionales. C'est toujours dans la dynamique de ce que vous avez connu précédemment. Et on a quasiment 58% des dépenses qui sont réalisées dans les grandes surfaces. Donc 46% sur les commerces de plus de 300 mètres carrés. Et là, pour le coup, on est vraiment dans les différentes tendances qu'on peut observer sur l'ensemble des départements et au niveau national. Et on a 11% des dépenses qui sont réalisées sur Internet. Au niveau national, on est plutôt à 10. Donc, on a une proportion à consommer sur ce type de point de vente qui est relativement significatif. Et après, on a des supermarchés, hypermarchés qui sont un peu moins présents sur ce secteur non alimentaire en lien en fait, avec la typologie de cette offre-là qui est avec des superficies un peu plus petites. En termes d'évolution de part de marché par circuit de distribution depuis 2004 pour les produits non alimentaires, voilà, qu'est-ce qu'on constate? Un net recul des commerces de moins de 300 mètres carrés. En 2014, c'était un tiers des dépenses. Aujourd'hui, on est à 29%. Malheureusement, ce moins 4 points, c'est quelque chose qu'on constate de manière assez homogène sur l'ensemble des départements. En moyenne, c'est 1 point en moins chaque année, en moyenne. Donc voilà, donc là, malheureusement, on est bien dans cette tendance-là. Qu'est-ce qu'on observe sur les grandes surfaces? Finalement, on a un jeu de chaises musicales. On a une proportion à consommer dans les commerces des grandes surfaces alimentaires moins importantes, en lien avec le repositionnement de ces enseignes-là sur le secteur alimentaire depuis 4-5 ans.
Et à contrario, on a un développement finalement des dépenses réalisées sur les grandes surfaces spécialisées. Donc, en lien avec ce repositionnement des hypermarchés et supermarchés, mais aussi en lien avec le développement de l'offre commerciale qu'a pu connaître le département sur cette période-là. Et enfin, on a une forte évolution finalement des dépenses réalisées sur la vente en ligne. En 2004, c'était 6% des achats non alimentaires qui étaient réalisés sur Internet. Aujourd'hui, c'est 11%. C'est 5 points en plus. C'est 5 points de part de marché en plus. Ces 11% de part de marché réalisés sur Internet, ça représente environ 84 millions d'euros de dépenses. C'est 45 millions d'euros de dépenses en plus par rapport à 2014. C'est 2 fois plus que l'évolution du potentiel de consommation en non alimentaire. Entre 2014 et 2019, le potentiel de consommation en non alimentaire a augmenté de 3%, environ 23 millions d'euros. Voilà. La dépense de consommation, c'est 45 millions d'euros. Donc, pour faire simple, ça voudrait dire que finalement, les ménages qu'on a accueillis en plus sur le département, c'est 23 millions d'euros de dépenses en plus. Et ben, non seulement ils les ont dépensés ils les ont uniquement dépensés sur Internet, si je schématise, et en plus, les consommateurs qui étaient déjà présents sur le département, ils ont en plus alloué une partie de leur consommation sur les achats en ligne. C'est très schématique, mais dans l'idée, ça veut dire que voilà, le gain de population qu'on a eu, finalement, ce surplus de consommation a directement été alloué sur Internet. Ces 84 millions d'euros de dépenses, ça représente globalement l'équivalent du chiffre d'affaires des commerces et du marché du centre-ville de Rodez, globalement. Ce n'est pas pour stigmatiser le centre-ville, mais c'était pour vous montrer quel poids économique ça avait aujourd'hui. Et on le voit bien sur le graphique de gauche qui met en avant finalement le taux de pénétration de la vente en ligne, typologie par typologie de produits. Et on voit finalement que la barre bleu foncé qui représente 2020, elle a augmenté de manière significative pour l'ensemble des produits. Par exemple, les produits électroménagers, TV, Hi-Fi, en 2014, c'était 8 euros, c'était 8% des dépenses qui étaient consommées sur Internet. Aujourd'hui, c'est 17%. Si on prend le sport, on est passé de 3% à 12%. Il y a même des produits qui étaient avant très très peu consommés sur Internet, notamment le bricolage jardinage, qui commencent à se développer. L'optique également. Donc aujourd'hui, Internet, ça ne consomme pas uniquement le prêt-à-porter, qui continue à se développer, mais l'ensemble des produits de consommation non alimentaire. C'est 1,6 milliard de dépenses de consommation. Où est-ce qu'il les consomme? On a 90% des dépenses, donc on a 9 euros sur 10 qui sont dépensés dans les commerces, marchés et circuits courts du département. C'est ce qu'on appelle le taux de rétention. Donc, on a 9 euros sur 10 qui sont dépensés sur place. Si on compare par rapport à des départements avec une structuration, une configuration similaire, on est sur des taux de rétention qui sont dans la moyenne supérieure quand même. Donc, vous êtes quand même très bien achalandés et les consommateurs, globalement, consomment sur place. Et ce taux de rétention, globalement, il n'a pas évolué depuis 2014. On est à 91%, 90%. On est quand même sur les mêmes mesures. En alimentaire, on n'a pas d'évasion. Hein. On a uniquement 3% des dépenses qui sont réalisées à l'extérieur du département. Et ça, c'est essentiellement lié aux personnes qui résident sur les franges du département. Hein. Lorsque je suis à Villefranche, je peux aller, par exemple, sur Cap-de-Nac parce que c'est juste à côté. Et même si je change de département, ce n'est pas forcément très grave. Hein. Il n'y a pas une frontière. En non alimentaire, globalement, on a à peu près 8 euros sur 10 qui sont dépensés dans les commerces du département. Cette proportion, finalement, elle s'est assez stabilisée par rapport à 2014. Finalement, on n'a que l'équipement du foyer. On a connu finalement une augmentation de l'évasion puisque la rétention a baissé et c'est essentiellement en lien avec le développement de la vente en ligne. Donc, en alimentaire, une évasion inexistante qui se limite aux franges des départements et en non alimentaire, une évasion qui est dans la moyenne de ce qu'on peut constater par ailleurs et on va le voir tout de suite après et avec comme principale destination de consommation, la vente en ligne. La vente en ligne, c'est 84 millions d'euros de dépenses, c'est ce qu'on a vu précédemment. C'est un tiers du volume d'évasion. Il y a 65% du volume d'évasion en non alimentaire, 2 tiers, pardon, qui sont dépensés sur la vente en ligne. Et après, on retrouve finalement dans les principales destinations d'évasion les départements voisins. On a le Lot, le Tarn ou la Haute-Garonne. Lorsqu'on est dans le Lot, on va aller consommer sur Figel, Cadenac, parce que c'est de la proximité, donc on n'est pas forcément très très loin. Lorsqu'on va dans le Tarn, on va plutôt aller consommer sur Albi, voilà, par rapport à l'offre présente et à la taille de la commune. Et après, lorsqu'on va sur la Haute-Garonne, effectivement, on va aller sur Toulouse
Et on va aller sur la route du meuble, sur Ikea, sur des équipements commerciaux finalement qui sont présents dans des grandes métropoles. Mais globalement, la principale destination d'évasion, soit c'est lié au fait qu'on a des pôles extérieurs qui sont relativement proches, et donc ça peut être expliqué par des liaisons domicile-travail et par un attrait, mais la principale destination d'évasion, globalement, c'est la vente en ligne qui a fortement augmenté, et le taux d'évasion également a augmenté en non alimentaire. En 2014, on a vu précédemment, c'était 15% d'évasion. Aujourd'hui, c'est 17%, et cette augmentation, elle est uniquement liée à la vente en ligne, puisque les achats réalisés sur des commerces physiques en dehors du département, elle a un peu baissé finalement. Donc aujourd'hui, lorsqu'on ne consomme pas sur le département, au lieu de me déplacer et aller à Toulouse ou à Albi, je vais avoir recours en premier à Internet. Et ça, c'est quelque chose finalement qu'on voit dans les différents observatoires qu'on peut mener, où finalement, la vente en ligne, ça a aussi un effet négatif, et encore plus négatif pour les grandes métropoles finalement, parce que c'est une substitution au déplacement que les consommateurs peuvent faire. Maintenant, nous allons prendre l'autre pendant de l'enquête. Quelle est l'attractivité commerciale des commerces du département? Qui vient consommer et quel est le chiffre d'affaires? Donc, vous vous rappelez, on avait dit que le potentiel de consommation, c'était 1,6 milliard. Donc, effectivement, on a un peu d'évasion. Donc, du coup, tous les achats qui sont réalisés sur le département, que ce soit par les Aveyronais ou par les personnes qui résident sur les départements limitrophes, ça nous arrive à estimer un chiffre d'affaires à l'échelle du département d'1,5 milliard. En proportion, l'activité non alimentaire que vous voyez sur le graphique représente un point moins élevé que l'activité alimentaire. On a 44% du chiffre d'affaires qui est réalisé par l'activité non alimentaire contre 56% pour l'activité alimentaire. Si on compare cette ventilation de chiffre d'affaires par rapport à la structuration moyenne des dépenses de consommation des ménages aveyronnais, forcément, on est un peu en décalage parce qu'on avait vu tout à l'heure qu'en moyenne, on dépensait 52% de nos dépenses sur les achats alimentaires, et que là, le chiffre d'affaires du département, c'est quasiment 60% du chiffre d'affaires réalisé par l'activité alimentaire. C'est en lien en fait avec le fait que sur ce type de produit-là, on n'a pas d'évasion et qu'on consomme mécaniquement sur les départements. En termes d'évolution de chiffre d'affaires, on a quand même une évolution de chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 3% à l'échelle du département, qui équivaut à 45 millions d'euros de chiffre d'affaires en plus. Et pour rappel, voilà, vous avez accueilli 3% de ménages en plus. Donc finalement, on a une évolution du chiffre d'affaires qui est en lien avec la dynamique démographique du département. Donc cette carte a pour but de vous mettre en avant finalement le maillage commercial du département à l'échelle des différentes intercommunalités de votre département. Donc là, on a fait le choix de mettre cette carte-là, mais bien entendu, on peut avoir des informations beaucoup plus fines par commune, par regroupement de communes ou par polarité, centre-ville ou périphérie. Donc, l'agglomération de Rodez, sans aucun doute, elle a une position dominante au sein du département. C'est quasiment 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est 38% du chiffre d'affaires du département, avec, pour le coup, en termes de répartition, un poids de l'activité non alimentaire qui pèse beaucoup plus. Et après, on retrouve des pôles secondaires qui jouent un rôle important au sein du département, donc l'agglomération de Millau, l'agglomération de Villefranche, avec un certain équilibre sur l'offre alimentaire et non alimentaire, et après tout un maillage de pôles secondaires des Casse-Villes, Espalion, Saint-Afrique, et des pôles relais qui sont là finalement pour desservir les consommateurs qui habitent à proximité. Donc on a un maillage commercial qui est très bien étalé sur l'ensemble du département. En termes d'évolution par rapport à 2014, on a voulu mettre en avant l'évolution du chiffre d'affaires. Donc on sait qu'au niveau du département, ça a augmenté de 3%, mais l'enquête nous permet aussi de savoir polarité par polarité, comment a évolué le chiffre d'affaires de chacun de ces lieux. Donc, plus la couleur est vert foncé, plus l'évolution est importante. Et lorsqu'on est en rouge foncé, c'est qu'on a une baisse significative. Ce qui est important de retenir sans rentrer dans le détail, c'est que finalement, globalement, on a très peu de polarité d'intercommunalités qui ont vu leur chiffre d'affaires baisser sur les 6 dernières années. Donc voilà, on a une évolution très significative du chiffre d'affaires, par exemple sur Villefranche, en lien avec l'offre qui a pu se développer autour de la route de Montauban, et également des évolutions de chiffre d'affaires sur des communes et des intercommunalités plus de proximité, avec ce retour à la proximité pour les consommateurs. Et finalement, on a très peu de communes finalement et d'intercommunalités qui ont vu leur chiffre d'affaires baisser, si ce n'est Baraqueville qui a eu
qui a eu un peu son chiffre d'affaires baissé en lien avec le développement qu'on a pu connaître par ailleurs. Donc, c'est une bonne nouvelle, c'est que globalement, on a un certain équilibre et globalement, tout le monde a évolué de la même façon, avec parfois un peu plus marqué en lien avec l'autre, mais globalement, on a une évolution quand même assez dynamique pour l'ensemble des intercommunalités du département. Et donc, du coup, ça, la Chambre de commerce est capable de vous le restituer également sur des niveaux, finalement, lorsqu'on parle de l'agglomération de Rodez, est-ce que finalement, c'est le centre-ville ou les zones périphériques qui ont le plus augmenté? On est capable d'aller de manière assez fine dans les résultats et également par typologie de produits. Pour finir, on a voulu vous montrer finalement l'attractivité des principales intercommunalités du département, ce qu'on appelle les zones de chalandise. Donc, la zone de chalandise, ça nous permet de savoir dans quelle est la zone d'habitation finalement de la clientèle régulière des commerces de ces différentes polarités. Donc, le contour des zones de chalandise, elle est influencée par différents éléments, les distances, l'accessibilité, l'attractivité du point de vente, l'offre qu'on peut y trouver et la concurrence qu'il y a autour. Donc, ce qui est coloré pour chacune des polarités, ça nous permet, voilà, ça veut dire finalement que cette zone, c'est là où finalement le commerce du territoire réalise le plus de son chiffre d'affaires. Ça ne veut pas dire que les gens ne viennent pas consommer lorsqu'ils sont plus jeunes, qui ne viennent pas consommer sur Rodez, c'est juste qu'ils ne font pas forcément partie de la zone de chalandise. Donc, en violet, vous avez la zone de chalandise de Rodez. En jaune, celle de Millau. Après, vous avez celle de Saint-Afrique, celle de Villefranche, d'Écasseville et globalement, et Espalion également. Donc là, on vous a mis en avant les principales zones de chalandise du département en 2020 et en 2014. Le premier élément qui est important de retenir, c'est que déjà, on a quand même des superpositions de zones de chalandise, notamment entre Rodez et Millau, puisqu'on a le secteur finalement au niveau de Sables-de-Curan, où finalement les consommateurs de cette zone-là consomment à la fois sur Rodez et à la fois sur Millau. Donc finalement, les commerçants finalement se partagent finalement les dépenses de ces ménages. Et après, on a des zones de chalandise relativement plus limitées pour les autres polarités du département. Par rapport à 2014, qu'on retrouve sur la droite, globalement, on a peu d'évolution sur les périmètres des zones de chalandise qui restent assez similaires à 2014. Si ce n'est au niveau de l'agglomération de Rodez qui finalement s'est un peu étendue, là on le voit au nord-est, vers Decazeville, et qui finalement attire un peu moins les communes autour de Saint-Afrique, contrairement à avant. Sinon, on a des zones de chalandise globalement similaires. Il en est de même pour Millau. Là, effectivement, on voit un attrait pour le Gard et pour la Lozère. Avant, il venait aussi. C'est juste qu'avant, on n'avait pas la chance d'avoir l'information des ménages du Gard et de la Lozère. Et comme cette année, on a pu faire des enquêtes à l'échelle de l'Occitanie, on a vraiment l'attractivité de l'ensemble des zones frontalières. Donc, des zones de chalandise, finalement, qui ont peu évolué dans le temps et qui continuent d'attirer et qui attirent encore plus qu'avant. La zone, sur Rodez Agglomération, en moyenne, les personnes qui résident sur la zone de chalandise, elles dépensent 7 € sur 10 sur les commerces de la zone de chalandise. Avant, c'était 64%, donc elles dépensaient un peu moins. Et cette attractivité, finalement, on la retrouve de manière assez importante sur l'ensemble des intercommunalités. En moyenne, en moyenne 5 points en plus. Si je prends Decazeville, avant, en moyenne, un ménage sur la zone de chalandise dépensait 66%, 2 tiers de ses dépenses sur les commerces de Decazeville. Aujourd'hui, c'est 70%. Donc, on a un réel retour sur l'attractivité et sur le fait d'avoir envie de consommer le plus proche de chez nous. C'est ce qu'on a vu précédemment dans les informations, notamment avec l'attractivité des commerces de moins de 300 mètres carrés en alimentaire. Concernant les zones de chalandise non alimentaires, globalement, mis à part sur Rodez et Millau, où les zones de chalandise sont beaucoup plus étendues, sur les autres polarités, c'est globalement les mêmes zones de chalandise que précédemment avec les mêmes rayons. Qu'est-ce qu'il en ressort de ces zones de chalandise? On a quand même beaucoup de secteurs, c'est comme ce qu'on a vu précédemment en alimentaire, notamment Sables-de-Curan, enfin tout ce qui est entre Rodez et Millau finalement, où ces consommateurs-là consomment à la fois à Rodez, à la fois à Millau. Alors ça dépend du type de produit, ça dépend aussi de là où ils travaillent, parce que
la notion de trajet domicile-travail joue beaucoup dans ces éléments-là. Et finalement, voilà, on voit que la zone de chalandise, elle est globalement similaire. Elles ont très peu évolué entre 2014 et 2020. Et on retrouve finalement la même chose qu'on avait vu précédemment, notamment sur Rodez, où finalement, voilà, on a une extension de la zone de chalandise qui est un peu moins importante au nord du département parce qu'on y va un peu moins qu'avant. Et après, également, une évolution de la zone de chalandise, également sur Villefranche, en lien avec le développement de la zone de la route de Montauban, parce que là, finalement, contrairement à 2014, on va un peu plus attirer les ménages de Cap-de-Nac-Gare, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, globalement, on a une évolution de la zone de chalandise qui est en lien, finalement, avec l'évolution qu'ont pu connaître parfois certains territoires. Mais globalement, on est quand même sur des zones de chalandise assez similaires. Et pareil, on a des zones de chalandise certes, qui restent similaires par rapport à 2014, mais qui attirent par contre plus qu'en 2014 les consommateurs qui y résident. Par exemple, si je prends Saint-Afrique, en 2014, il y avait un tiers des dépenses des ménages de la zone de chalandise qui consommaient sur cette polarité-là. Aujourd'hui, on est à 40%, c'est 4 € sur 10. Et il en est de même pour toutes les polarités. Et finalement, si on compare ça par rapport à d'autres polarités dans la région, ce n'est pas forcément ce qu'on voit de partout. On a plutôt tendance à avoir un élargissement des zones de chalandise. Donc, on pourrait dire que c'est bien. Par contre, la captation, l'emprise moyenne, ce que vont consommer les ménages sur mon commerce, elle a tendance à diminuer. Donc, habituellement, on voit plutôt un élargissement des zones de chalandise parce que les commerces doivent aller rayonner plus loin pour arriver à maintenir leur niveau d'activité. Et par contre, la captation, l'appétence qu'ils ont sur les consommateurs, elle a diminué. Là, on est un peu à contre-courant et c'est très bien. Finalement, on a des zones de chalandise qui sont stabilisées, qui restent à peu près les mêmes, même si on a des développements d'offres commerciales. Et par contre, les consommateurs, finalement, sur des périmètres similaires, ils vont encore consommer un peu plus sur ces principales polarités-là. Donc, en synthèse, qu'est-ce qu'on peut dire à l'échelle de l'Aveyron? C'est qu'on a quand même un développement géographique, certes, qui est peut-être un peu limité, mais en tout cas qui a une influence positive sur l'attractivité commerciale du département. On l'a vu précédemment, on a quand même une clientèle qui est influencée par l'évolution de la marque commerciale. Et effectivement, on va peut-être plus consommer à Villefranche qu'avant parce qu'on a des évolutions d'offres dessus. Et puis, on va également plus consommer sur de la vente en ligne parce qu'on a eu un développement de la vente en ligne qui s'est quand même assez soutenu. Donc, voilà, c'est vraiment des éléments. On a un tiers du chiffre d'affaires. Voilà, on a 1 €, on a 3 € sur 10 qui sont en gros dépensés sur l'agglomération de Rodez. Et on a des bassins de vie finalement qui sont fortement influencés par l'agglomération de Rodez. Finalement, quasiment l'ensemble du département fait partie de l'attractivité de la polarité de Rodez. Et on a quand même également aussi un maillage commercial très homogène à l'ensemble du département, où finalement les communes relais, les communes secondaires jouent un rôle important dans l'attractivité des commerces et également des consommateurs qui ont également envie de consommer au plus proche de chez eux.